On dit que le respect se mérite, il ne se donne pas. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est à quelle vitesse il peut être volé. Avec quelle discrétion il peut vous filer entre les doigts, comme l'eau, jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus que le souvenir de ce que vous aviez autrefois. J'ai 63 ans. J'ai élevé des enfants, enterré un mari, peint des murs, planté des jardins et plié des milliers de lessives. J'ai embrassé des genoux écorchés, veillé malgré la fièvre et murmuré des histoires avant de dormir jusqu'à en avoir la voix rauque. Je croyais savoir à quoi ressemblait l'amour. Je croyais comprendre le poids de la famille. J'avais tort. La soirée avait commencé sous le signe de la promesse. Mon fils Thomas m'avait invité à dîner chez lui, la maison qui avait appartenu à mon mari et moi, où nous avons élevé nos enfants, où chaque recoin abritait un souvenir. Sophie, sa femme, s'était montrée distante ces derniers temps, mais j'espérais que cette réunion comblerait le fossé qui s'était formé entre nous. Je suis arrivé tôt, comme toujours. Vieilles habitudes. J'ai apporté la tarte tatin de ma grand-mère, celle que Thomas adorait enfant. La même recette que j'avais apprise à sa première femme, celle qui est morte trop jeune. La même recette que j'avais proposé d'apprendre à Sophie, même si elle ne s'y était jamais intéressée. « Bonjour, maman », m'a dit Thomas en m'embrassant sur les deux joues. Son sourire était chaleureux, mais j'ai perçu autre chose dans ses yeux. De la fatigue, peut-être. Ou de l'inquiétude. Sophie est sortie de la cuisine, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, sa robe chère. Elle avait toujours été belle, ma belle-fille. Belle et jeune, et tout ce que j'étais autrefois, avant que la vie ne creuse des rides autour de mes yeux et ne peigne mes cheveux d'argent. « Ah, Isabelle » a-t-elle dit d'une voix à la fois polie et froide, comme l'air d'un matin d'hiver. « Tu es en avance. » J'ai apporté la tarte, ai-je proposé en levant le plat. Thomas a dit que les voisins allaient nous rejoindre. Elle a jeté un coup d'œil au dessert maison avec quelque chose qui ressemblait à du dédain. « Oh, eh bien, j'ai déjà commandé quelque chose à la pâtisserie de la rue de Rivoli. Vous savez combien l'apparence est importante chez les Lemaire. » Les Lemaire. Le couple fortuné du coin qui avait acheté sa maison l'année dernière content. Sophie était obsédée par l'idée de les impressionner depuis. Je ressentais cette oppression familière dans ma poitrine, celle qui surgissait chaque fois que Sophie me faisait comprendre que je n'étais pas assez bien. Mon dessert n'était pas assez beau. Mes vêtements n'étaient pas assez à la mode. Ma seule présence semblait ternir l'image qu'elle essayait de créer. Bien sûr, dis-je doucement. Je vais mettre ça dans la cuisine. En traversant la salle à manger, je remarquai à quel point tout avait changé. La table ancienne que mon mari avait héritée de son père avait disparu, remplacée par quelque chose de moderne et d'angulaire. Les photos de famille qui ornaient autrefois la cheminée s'étaient réduites à quelques images soigneusement sélectionnées principalement de Sophie et Thomas, avec les enfants stratégiquement disposés comme des accessoires. Il n'y avait aucune trace de la présence de mon mari. Plus aucune trace des 30 années passées dans cette maison, à construire une vie, à élever une famille. C'était comme si nous avions été effacés. Les invités arrivèrent à 8 heures précises. Les Lemaire, bien sûr, mais aussi Claire, la sœur de Sophie, et son mari, ainsi que le collègue de Thomas à la banque. J'ai immédiatement reconnu la chorégraphie. J'étais l'aîné de service, le membre obligé de la famille, qu'il fallait inclure sans pour autant qu'on l'entende trop souvent. Le dîner se déroula sur un rythme prévisible. Sophie jouait l'hôtesse parfaite, Thomas le banquier prospère, les enfants les anges sages. J'étais assis au bout de la table, regardant ma famille jouer leur vie comme des acteurs dans une pièce pour laquelle je n'avais pas auditionné. Le vin coulait à flots. Le rire de Sophie devint plus aigu, plus performatif. Elle raconta des anecdotes sur leurs récentes vacances sur la Côte d'Azur, sur les écoles coûteuses des enfants, sur leurs projets de rénovation de la cuisine. Tout était question d'étalage, de preuves de valeur à ces gens qui les oublieraient aussitôt partis. J'ai essayé de participer à la conversation. Lorsque Madame le maire a évoqué son jardin, j'ai raconté une anecdote sur les rosiers que j'avais plantés dans ce même jardin 20 ans auparavant. Lorsque la conversation a abordé l'éducation des enfants, j'ai fait une douce remarque sur la patience et la constance. À chaque fois, le sourire de Sophie se faisait plus tendu. À chaque fois, elle trouvait le moyen de détourner la conversation, comme si ma voix était une gêne qu'elle devait gérer. C'est au dessert que tout s'est effondré. Le gâteau était magnifique, des couches de chocolat et de feuilles d'or, il a probablement coûté plus cher que ce que je dépense en courses en un mois. Mais la petite Emma, ma petite fille, avait lorgné ma tarte tatin toute la soirée. Lorsque je lui ai discrètement coupé un petit morceau,
Son visage s'est illuminé de la même joie que j'avais vue dans les yeux de son père 30 ans auparavant. C'est mieux que la plus raffinée, m'a-t-elle murmuré, et mon cœur s'est gonflé. Sophie l'a remarqué. Bien sûr qu'elle l'a remarqué. Emma, ne sois pas impolie, dit-elle sèchement. On a un vrai dessert. Mais la tarte de grand-mère est. Ça suffit. La voix de Sophie trancha la conversation comme une lame de rasoir. Isabelle, je croyais qu'on en avait discuté. Tu ne peux pas compromettre tout ce que j'essaie de faire. Le silence retomba sur la table. Les fourchettes s'arrêtèrent à mi-chemin des bouches. Les verres à vin étaient suspendus en l'air. Même les enfants cessèrent de bavarder. Je ne comprends pas, dis-je doucement. Je lui ai juste donné un petit morceau. Tu ne comprends pas? La voix de Sophie s'éleva, alimentée par le vin et le poison qui s'étaient accumulés en elle depuis des mois. On ne comprend jamais. Tu viens ici avec tes vieilles recettes et tes histoires sur le passé, et tu ramènes tout à toi. Thomas lui prit le bras. Sophie, s'il te plaît. Non. Elle le repoussa. J'en ai marre de faire semblant. Marre de contourner ses sentiments. Marre de devoir l'inclure dans tout juste parce qu'elle est. Parce que je suis quoi? Demandai-je, sachant déjà que la réponse serait blessante. Parce que tu es un fardeau, dit-elle d'une voix désormais terriblement basse. Parce que tu me rappelles une vie que Thomas a eue avant moi. Parce que tu ramènes tout au passé au lieu d'avancer. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Je les sentais s'installer en moi, là où le doute s'était déjà installé. Ce n'est pas vrai, murmurai-je. N'est-ce pas? Sophie se leva, sa chaise raclant le parquet. Dis-moi, Isabelle, qu'apportes-tu exactement à cette famille? À quoi sers-tu, à part culpabiliser chacun de vivre sa vie? Je regardai Thomas, attendant qu'il me défende. Qu'il se souvienne de la femme qu'il avait élevée, qui avait sacrifié ses rêves pour assurer sa réussite. Qu'il soit mon fils. Il détourna le regard. Je t'ai élevé, dis-je d'une voix à peine audible. Je t'ai aimé. Je t'ai tout donné. Et c'était il y a 30 ans, lança Sophie. Que as-tu fait ces derniers temps, à part rôder aux abords de nos vies comme une sorte de fantôme? Elle prit mon assiette, celle avec le dernier morceau de tarte tatin, et avant que je puisse comprendre ce qui se passait, elle la jeta contre le mur. Elle se brisa, projetant des éclats de céramique et des tranches de pommes dorées sur le sol de la salle à manger. Voilà, dit-elle en haletant. Maintenant, tu peux nettoyer ça aussi, puisque tu es si doué pour nettoyer les dégâts des autres. Le silence qui suivit fut assourdissant. Même les enfants fixaient le vide, leurs jeunes visages confus et effrayés. Thomas resta figé, la bouche entr'ouverte, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il avait vu. Je me levai lentement, les jambes tremblantes. Je regardai chaque visage autour de la table, les Lemaire, mal à l'aise, détournant le regard, Claire fixant sa sœur avec ce qui aurait pu être de la honte, Thomas toujours figé sur sa chaise. « Excusez-moi, dis-je avec toute la dignité dont je pus faire preuve. Je me dirigeai vers le placard, récupérai mon manteau et partis. Personne ne me suivit. Personne ne m'appela. La porte se referma derrière moi avec un léger clic qui sonna comme un avertissement. L'air de novembre me cinglait le visage tandis que je parcourais les 3 kilomètres qui me séparaient de mon appartement. Mes talons résonnaient sur les trottoirs déserts, chaque pas m'éloignant un peu plus de la vie à laquelle je croyais appartenir. J'avais emménagé dans ce petit appartement après la mort de mon mari, pensant que ce serait temporaire. Thomas me l'avait suggéré juste le temps que nous trouvions un arrangement pour la maison, avait-il dit. C'était il y a 3 ans. D'une certaine manière, le temporaire était devenu permanent et j'étais devenue la visiteuse de l'histoire de ma propre famille. Mon appartement était silencieux à mon arrivée. Trop silencieux. Le genre de silence qui vous fait prendre conscience de vos propres battements de cœur, de votre propre respiration. Je m'assis sur mon petit canapé, toujours vêtu de mon manteau, et laissai la soirée se rejouer dans ma tête. Le pire, ce n'était pas la cruauté de Sophie. La cruauté, je pouvais la comprendre, certaines personnes sont faites comme ça, comme des roses avec trop d'épines. Le pire, c'était le silence de Thomas. Sa façon de détourner le regard quand j'avais le plus besoin de lui. Sa façon de laisser sa femme humilier sa mère sans un mot. J'ai pensé à l'appeler. J'ai décroché le téléphone 3 fois, composé 2 numéros, puis raccroché. Que dirais-je? Que j'étais blessé. Que je m'attendais à mieux. Que je méritais plus de respect après tout ce que j'avais donné. Ces mots me paraîtraient pathétiques, même à moi. Au lieu de cela, j'ai préparé du thé.
À la camomille, celui que ma mère préparait quand j'étais petite et que le monde me semblait trop grand et effrayant. Assise près de ma fenêtre, je regardais les lumières de la ville et je me demandais quand j'étais devenue si petite. Quand j'avais appris à m'excuser de prendre de la place, d'avoir des besoins, d'exister. Mon téléphone a vibré. Un texto de Thomas. Maman, je suis désolée pour ce soir. Sophie était stressée à cause du dîner. On se parle demain. Stressée. Comme si le stress justifiait la cruauté. Comme si être submergé donnait à quelqu'un la permission de briser la dignité d'une autre personne en même temps que son assiette. Je n'ai pas répondu. Le sommeil n'est pas venu facilement cette nuit-là. Allongé dans mon lit étroit, les yeux rivés au plafond, je laissais mon esprit vagabonder à travers les années. Comment étais-je devenue cette femme? Cette ombre de moi-même, reconnaissante des miettes d'attention de ma propre famille? Je pensais à ma jeune personne, la femme qui avait épousé mon mari à 22 ans, qui avait affronté la maternité avec une détermination farouche, qui avait géré un foyer et un emploi à temps partiel et qui trouvait encore l'énergie d'aider aux devoirs et d'assister aux pièces de théâtre de l'école. Cette femme avait des opinions. Cette femme avait de la présence. À un moment donné, elle s'était épuisée. Pas d'un coup, cela aurait été trop évident. Lentement, doucement, comme l'eau érode la pierre. Un commentaire ici sur une sensibilité excessive. Une suggestion là sur l'espace à laisser au jeune couple. Un repositionnement progressif du personnage principal à un second rôle, puis à un rôle secondaire à peine présent. J'avais laissé faire. C'était la vérité à laquelle j'avais dû faire face dans les heures sombres précédant l'aube. Je m'étais laissé amoindrir parce que cela me semblait plus facile que de me battre. Parce que maintenir la paix me semblait plus important que de préserver ma dignité. Mon mari aurait eu honte. Jean-Luc n'avait jamais été un homme bavard, mais il avait une force tranquille, une façon de se faire entendre sans élever la voix. Il me respectait, appréciait mes opinions, me faisait une place dans chaque pièce où nous passions ensemble. Après sa mort, j'étais perdu. Le chagrin m'avait vidé, me laissant perplexe quant à qui j'étais sans lui. Thomas était intervenu, avait pris en charge les préparatifs, s'était occupé des aspects pratiques. Il lui avait semblé naturel de prendre des décisions concernant la maison, ma situation, la suite. Mais ce naturel était devenu permanent. Et j'étais devenue une invitée dans ma propre vie. Le lendemain matin, mon amie Marguerite m'a appelé. Elle avait un sixième sens pour ce genre de choses, elle pouvait flairer le désastre émotionnel à des kilomètres. Comment s'est passé le dîner? A-t-elle demandé d'une voix soigneusement neutre. Bien, ai-je menti. Isabelle. Marguerite me connaissait depuis 40 ans. Elle avait été ma voisine quand les enfants étaient petits, m'avait vu affronter les difficultés des familles recomposées, les rébellions adolescentes et les fièvres nocturnes. Elle savait quand je mentais. Dis-moi, dit-elle doucement. Alors je l'ai fait. Tout. L'humiliation, l'assiette cassée, le silence de Thomas, le long chemin du retour. Quand j'ai eu fini, je pleurais pas de jolies larmes, mais ces larmes laides et désespérées qui viennent d'un endroit trop profond pour être digne. Assez, dit Marguerite quand je me suis enfin arrêtée. Ça a assez duré. Que suis-je censé faire? C'est sa femme. Ils sont heureux? Vraiment? Vraiment? Parce que de là où je suis assis, on dirait qu'elle est malheureuse. Les gens heureux n'ont pas besoin de détruire les autres pour se sentir bien dans leur peau. Je n'y avais pas pensé. La cruauté de Sophie semblait si assurée, si sûre d'elle. Mais Marguerite avait raison. Il y avait quelque chose de désespéré là-dedans, quelque chose qui trahissait une profonde insécurité. D'ailleurs, continua Marguerite, quand as-tu décidé que le bonheur des autres était plus important que le tien? Quand es-tu devenu le martyr de la famille? Je ne. Tu le es. Tu es tellement occupé à essayer de mettre tout le monde à l'aise que tu as oublié que tu comptes aussi. Tu as oublié que tu as des droits, que tu mérites le respect, que tu n'as pas à gagner ta place dans la vie de ton fils. Après avoir raccroché, je me suis assise avec ces mots. Ils me blessaient parce qu'ils étaient vrais. J'étais devenue la martyre de la famille, celle qui absorbait la mauvaise humeur et les arrogances des autres pour qu'ils puissent rester à l'aise. J'avais tellement peur d'être un fardeau que je m'étais rendue invisible. Mais les invisibles ne comptent pas. On ne les prend pas en compte dans les décisions familiales. Les invisibles sont humiliés lors des dîners et personne ne les défend. 2 jours plus tard, j'ai décidé de vider mon garde-meuble. C'était une tâche pratique, quelque chose pour occuper mon esprit et mes mains pendant que mon cœur digère le chaos émotionnel du dîner. Le garde-meuble était petit, encombré de cartons que j'avais emballés à la hâte en quittant la maison. J'avais l'intention de les trier depuis des années,
mais revisiter son passé exige une énergie émotionnelle que je ne possédais pas. Maintenant, la colère alimentant mon travail, je m'attaquais à la tâche méthodiquement. Boîte après boîte, des photos, des livres, des décorations de Noël, des ustensiles de cuisine dont je pensais avoir besoin un jour. Des vestiges d'une vie qui me semblait permanente jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. C'est au fond d'une boîte marquée « Bureau de Jean-Luc » que j'ai trouvé l'enveloppe. Un épais papier couleur crème avec mon nom écrit de la main soignée de mon mari. À l'intérieur, une collection de documents juridiques dont j'avais oublié l'existence. L'acte de propriété de la maison. Les papiers d'assurance. Et autre chose, une lettre de la main de Jean-Luc, datée de 2 mois seulement avant sa mort. Ma chérie, commençait-il, si tu lis ceci, c'est que le pire est arrivé et que je ne suis plus là pour te protéger. Je sais que tu voudras tout donner à Thomas, c'est dans ta nature de faire passer les autres en premier. Mais s'il te plaît, écoute-moi une dernière fois. La maison est à toi. Légalement, entièrement à toi. Je m'en suis assuré. Thomas est pourvu d'autres moyens, l'assurance vie, les placements, les comptes professionnels. Mais la maison est ta sécurité, ton indépendance. Ne la cède pas trop vite. Ne te laisse pas forcer à prendre des décisions que tu n'es pas prête à prendre. Tu es plus forte que tu ne le penses, Isabelle. Tu as été ma force pendant 30 ans. Maintenant, sois à toi. J'ai lu la lettre 3 fois, les mains tremblantes. Puis j'ai regardé l'acte de propriété. Il était là, noir sur blanc, la maison était toujours légalement à moi. Je n'en avais jamais transféré la propriété. Dans mon chagrin, dans mon désir de simplifier les choses pour Thomas, j'avais signé des papiers lui donnant procuration pour certaines questions financières, mais je n'avais jamais réellement cédé la maison. La maison où Sophie m'avait humilié était toujours la mienne. La maison où vivait ma famille, où dormaient mes petits-enfants, où Thomas et Sophie avaient fait leur vie ensemble, c'était la mienne. Pour la première fois depuis 3 ans, j'ai ressenti autre chose que de la tristesse ou de la résignation. J'ai ressenti du pouvoir. Forte de cette nouvelle connaissance, j'ai commencé à voir ma situation différemment. Je n'étais pas la vieille dame pitoyable qui mendiait quelques bribes d'attention. J'étais propriétaire, une femme avec des options, quelqu'un qui méritait un meilleur traitement. Mais je ne savais pas trop quoi faire de cette information. Affronter Thomas directement me semblait trop agressif, trop susceptible de se retourner contre moi. Sophie trouverait un moyen de renverser la situation, de faire de moi le méchant qui essayait de manipuler la famille avec des subtilités juridiques. C'est alors que le destin est intervenu sous la forme de Madame Rousseau, ma voisine âgée. Je revenais du marché lorsqu'elle m'a intercepté dans le couloir, les yeux brillants de commérage et d'inquiétude. « Isabelle, ma chère, j'espère que ça ne vous dérange pas que je vous le dise, mais j'ai vu votre belle-fille hier. »« Sophie, c'est ça ? » ?»« Oui, » ai-je dit en déplaçant mes courses sur mon autre bras. « Eh bien, elle déjeunait dans ce bistrot de l'avenue Victor Hugo. Avec un homme. Un jeune homme, très beau. Très affectueux. » Les mots me frappèrent comme un coup de froid. Affectueux? Se tenir la main. S'embrasser. Le genre de comportement qui fait rougir une vieille femme comme moi. La voix de Madame Rousseau était douce mais ferme. Je pensais que vous devriez le savoir. Les affaires de famille sont délicates, mais certaines choses ne doivent pas être ignorées. Je la remerciai et montai, l'esprit en ébullition. Sophie avait une liaison. La femme qui m'avait humilié en me disant que j'étais un fardeau, qui m'avait fait sentir comme un fantôme indésirable dans la vie de ma propre famille, trahissait mon fils. L'ironie était amère. Tous ces discours sur l'avenir, sur le fait de ne pas vivre dans le passé, sur la construction d'une nouvelle vie avec Thomas, et elle la détruisait secrètement. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je me suis habillée. Pas pour un dîner ou une réunion de famille, mais pour moi. J'ai mis ma plus belle robe, celle que Jean-Luc avait toujours aimée, et je suis allée au bistrot de l'avenue Victor Hugo. J'ai commandé un verre de vin et j'ai attendu. La patience est une compétence que l'on développe en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que femme. J'avais de la patience à revendre. Ils sont arrivés à 7h30. Sophie était radieuse comme je ne l'avais pas vue depuis des années, le genre d'éclat que l'on ressent lorsqu'on se sent désiré, lorsqu'on vit une vie secrète qui vous redonne l'impression d'être en vie. L'homme était au moins 10 ans plus jeune que Thomas, avec des cheveux noirs et cette confiance facile qu'on ressent lorsqu'on n'a jamais à douter de sa place dans le monde. Je les observais par la fenêtre, mon téléphone enregistrant discrètement leurs conversations intimes, leurs caresses désinvoltes,
la façon dont ils se regardaient comme s'ils étaient les seuls au monde. Une partie de moi se sentait mal. Non pas parce que j'étais choquée par cette liaison, les mariages se terminent, les gens se désaiment, la vie est compliquée et chaotique. Mais à cause de l'hypocrisie. À cause de la façon dont Sophie m'avait fait sentir comme un fardeau alors qu'elle se comportait comme une adolescente avec son amant. Parce qu'elle m'avait humiliée de vivre dans le passé alors qu'elle détruisait le présent. J'ai passé 3 jours à écrire cette lettre. 3 jours à trouver les mots justes, le ton juste, le juste équilibre entre force et civilité. Je n'avais aucune envie de détruire Sophie malgré tout, elle restait la mère de mes petits-enfants. Mais j'en avais assez d'être traitée comme un inconvénient jetable. La lettre faisait 2 pages, écrite à la main sur mon plus beau papier à lettres. Elle était calme, factuelle et profondément bouleversante. Chère Sophie, commençait-elle, je vous écris pour clarifier quelques points qui semblent avoir été mal compris. Tout d'abord, concernant la maison où vous vivez avec Thomas. J'ai récemment découvert que, contrairement à ce que nous pensions tous, la propriété n'a jamais été transférée à Thomas après le décès de mon mari. La maison reste légalement mienne, comme détaillé dans les documents ci-joints. Cela ne change rien immédiatement, mais j'ai pensé que vous devriez comprendre la situation actuelle. Deuxièmement, concernant vos récents commentaires sur ma place dans cette famille, j'ai beaucoup réfléchi à vos propos lors du dîner. Vous avez raison, j'ai été trop conciliant, trop disposé à accepter des miettes d'attention et d'affection. Cela change maintenant. Troisièmement, concernant votre compagnon de déjeuner au bistrot de l'avenue Victor Hugo, j'ai inclus des photos qui, je crois, parlent d'elles-mêmes. Je ne souhaite pas créer de drame ni détruire votre mariage, mais je souhaite être traité avec le respect que je mérite. Voici ce que je propose, nous ayons une discussion sur le fonctionnement futur de cette famille. Nous établirons des limites et des attentes claires. Nous nous traitons mutuellement avec la dignité humaine la plus élémentaire. Et nous travaillerons ensemble à créer une dynamique plus saine pour tous, en particulier pour les enfants. Si cette approche ne vous intéresse pas, je suis prêt à partager les documents juridiques et les photos avec Thomas. Je suis également prêt à explorer mes options juridiques concernant la maison. Je préférerais ne pas emprunter cette voie, mais je ne suis plus prêt à accepter d'être traité comme un fardeau ou un inconvénient. J'ai gardé le silence trop longtemps. Ce silence prend fin maintenant. Avec l'espoir sincère de jours meilleurs, Isabelle. J'ai scellé la lettre, accompagnée des copies de l'acte et de plusieurs photos, dans une enveloppe en papier craft. Puis je suis allé à ma maison et je l'ai laissée sur le perron, où seule Sophie la trouverait. Sophie m'a appelé ce soir-là. Sa voix était différente, plus faible, moins assurée. « Il faut qu'on parle » a-t-elle dit. « Oui » ai-je acquiescé. « On le fait. » Nous nous sommes rencontrés dans un café près de chez moi, en terrain neutre où aucun de nous n'avait l'avantage. Sophie est arrivée la première, déjà assise quand je suis entré. Elle avait l'air fatiguée, un peu plus âgée, comme si le poids de ses secrets l'avait vieillie. « C'est du chantage » a-t-elle dit sans préambule. « Vraiment ?» Je me suis assis en face d'elle et j'ai commandé un café au serveur qui rôdait. Je croyais que c'était une clarification. « Tu ne peux pas faire ça. La maison appartient à Thomas depuis 3 ans. Tu ne peux pas décider soudainement de la récupérer. » Je ne décide rien soudainement. Je prends simplement conscience de la réalité. La maison est à moi. Elle a toujours été à moi. Tu vis chez moi, gratuitement, depuis 3 ans. Les mains de Sophie tremblaient tandis qu'elle prenait son café. Et les photos? Des preuves de tes choix. Tu ne comprends pas. Le mariage, ça a été difficile. Thomas travaille tout le temps, et toi, tu es toujours là, toujours à me surveiller, toujours à me faire sentir que je ne suis pas à la hauteur. Alors tu as trouvé du réconfort ailleurs. Oui. Non. C'est compliqué. La plupart des choses le sont. Je me suis adossé à ma chaise, l'observant. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu as ressenti le besoin de m'humilier. Pourquoi tu n'as pas pu vivre ta vie sans me faire sentir comme une ordure. Le visage de Sophie s'est décomposé. Parce que tu me fais sentir comme une ordure. Parce que quoi que je fasse, je ne suis pas la femme qu'était la première femme de Thomas. Je ne suis pas la mère que tu étais. Je ne suis pas assez bien, et tu me le rappelles à chaque fois que tu entres dans une pièce. L'honnêteté était surprenante. Douloureuse, mais surprenante. Alors tu as décidé de me démolir pour te construire. Je n'ai rien décidé. C'est juste, arrivé. Tu étais là,
et tu pouvais souffrir en toute sécurité parce que tu ne t'es jamais défendu. Ça va changer? Sophie a étudié mon visage, y voyant peut-être quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Que veux-tu? De la dignité. Du respect. Être traité comme un être humain plutôt qu'une gêne. Et si je suis d'accord? Alors on trouvera comment être une famille. Une vraie famille, pas cette pièce que tu mets en scène. Et si je n'y arrive pas? Alors Thomas apprendra pour vos déjeuners et vous apprendrez pour les procédures d'expulsion. Elle resta silencieuse un long moment, les yeux fixés sur son café comme s'il pouvait contenir des réponses. Lorsqu'elle releva enfin les yeux, ses yeux étaient rouges mais plus clairs. J'y mettrai fin, dit-elle doucement. Cette liaison. J'y mettrai fin. Bien. Et j'essaierai de m'améliorer. Concernant les affaires de famille. Concernant toi. Essayer ne suffit pas, Sophie. Ce qui compte, c'est de faire. Elle hocha la tête, et pour la première fois en 3 ans, je lus sur son visage quelque chose qui ressemblait peut-être à du respect. Mon fils vint me voir 2 jours plus tard. Il avait l'air hagard, confus, comme quelqu'un qui avait vécu sa vie à moitié endormi et qui se retrouva soudain complètement éveillé en territoire inconnu. « Maman, dit-il en s'installant sur ma petite chaise de cuisine. Il faut qu'on parle. Oui, répondis-je en posant du thé devant lui. On doit parler. Sophie m'a parlé de la maison. Des documents. J'acquiesçai, attendant. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi n'as-tu rien dit quand on prenait les dispositions? Parce que j'étais en deuil. Parce que je te faisais confiance pour veiller à mes intérêts et aux tiens. Parce que j'étais submergé par le deuil et que je n'arrivais pas à réfléchir clairement aux questions pratiques. Mais 3 ans, maman. 3 ans à nous laisser réfléchir. 3 ans à me laisser croire que j'étais un invité dans la vie de mon fils. Thomas parut bouleversé. Ce n'est pas, je n'ai jamais voulu que tu ressentes. Mais j'ai ressenti ça. Surtout après le dîner. Il tressaillit. Sophie m'a raconté ce qui s'est passé. Je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose. Oui, tu aurais dû. J'étais choqué. Je ne savais pas quoi faire. Tu aurais pu défendre ta mère. Tu aurais pu te rappeler que je t'avais élevé, que je t'aimais, que je méritais mieux. Les larmes lui montaient aux yeux. J'étais un lâche. Oui, tu l'étais. Nous restâmes assis en silence un moment, le poids de la vérité s'installant entre nous. Il y a autre chose, dit finalement Thomas. Quelque chose que Sophie ne t'a pas dit. J'attendis. La liaison est terminée. Elle y a mis fin. Mais il y a d'autres choses. Des questions financières. Elle dépense de l'argent qu'on n'a pas, pour essayer de suivre le rythme des Lemaire et des gens comme eux. Les cartes de crédit sont au maximum. On est en retard sur les paiements du prêt commercial. Les paiements du prêt. Sur ma maison. La maison que j'avais subventionnée sans le savoir, tout en étant traitée comme une œuvre de charité. Combien de temps de retard? 3 mois. Peut-être 4. J'ai senti un frisson me monter au ventre. Thomas, si tu fais défaut sur ce prêt, qu'adviendra-t-il de la maison? La banque peut saisir. Mais maman, on y travaille. Sophie va trouver un travail, et je prends des clients supplémentaires. La maison serait perdue. Potentiellement, oui. Voilà donc la pièce manquante du puzzle. Le désespoir de Sophie de sauver les apparences, son hostilité croissante à mon égard, son besoin de me faire sentir petite et indésirable, tout cela prenait sens maintenant. Elle avait essayé de me mettre dehors, de me mettre si mal à l'aise que je disparaisse complètement, m'ôtant ainsi tout droit potentiel à la maison. Si j'étais resté invisible, si j'avais continué à accepter son traitement sans poser de questions, j'aurais vu ma maison, ma sécurité, mon indépendance me filer entre les doigts sans même savoir que c'était à moi de la perdre. « Que veux-tu que je fasse » demanda Thomas doucement. « Je veux que tu te souviennes que je suis ta mère. Je veux que tu me traites avec respect. Je veux que tu me fasses une place dans ta vie, non pas par obligation, mais comme un membre de ta famille. Et la maison? Elle est à moi. Légalement, entièrement à moi. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas trouver une solution qui convienne à tout le monde. Quel genre de solution? Tu retournes vivre avec moi. Toi et les enfants. On vend la maison, on partage les bénéfices et on recommence quelque chose de neuf, dans un endroit plus petit, où on peut se le permettre. Un endroit où Sophie pourra reconstruire sa vie séparément. Thomas parut stupéfait.
Tu me demandes de quitter ma femme? Je te demande de privilégier la réalité à la performance. De privilégier la famille aux apparences. De choisir ce qui est vraiment bon pour tes enfants plutôt que ce qui plaît aux voisins. Mais les enfants? Tout ira bien. Les enfants sont résilients. Ils s'adapteront. Ce à quoi ils ne s'adapteront pas, c'est à vivre dans une maison pleine de secrets, de mensonges et de stress financier. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Prends tout ton temps. Mais Thomas? Les remboursements du prêt immobilier s'arrêtent maintenant. Je ne financerai pas un mode de vie qui ne me laisse pas de place. Thomas est revenu vivre avec moi la semaine suivante. Ce n'était pas un exode dramatique, pas d'engueulade ni de jet de meubles. Juste une prise de conscience silencieuse que la vie qu'il avait essayé de construire était intenable à tous égards. Les enfants s'adaptèrent plus facilement qu'on ne l'aurait cru. Emma, en particulier, semblait soulagée d'être de retour à la maison où elle pouvait passer la nuit chez grand-mère et préparer des biscuits sans se soucier de la propreté de la cuisine. Sophie ne s'en alla pas sans bruit. Elle menaça d'intenter une action en justice, prétendit à l'abandon, m'accusa de manipuler la situation à mon profit. Mais ces menaces étaient vaines. Elle n'avait aucun droit légal, aucun droit sur une maison qui n'avait jamais été la sienne, aucune autorité morale après des années de cruauté systématique. Le divorce fut compliqué, comme c'est souvent le cas. Mais Thomas voyait enfin clair, comprenant enfin le prix que sa famille avait payé pour le besoin de sa femme de maintenir une façade impossible. 6 mois plus tard, la vente de la maison était finalisée. Nous avons déménagé dans un endroit plus petit, toujours agréable, mais gérable. Un endroit où nous pourrions nous permettre de vivre sans le stress constant de sauver les apparences. J'ai gardé la moitié du produit de la vente. Mon argent d'indépendance, je l'appelais. La base de ce qui allait suivre. Thomas a utilisé sa moitié pour rembourser les dettes accumulées par Sophie et pour prendre un nouveau départ avec ses enfants. Plus de cartes de crédit au maximum, plus de tentatives désespérées pour impressionner des gens qui ne comptaient pas. Sophie est venue me voir un mardi soir d'avril. Elle avait l'air différente. Plus mince, plus fragile, mais aussi, d'une certaine manière, plus solide. Comme si elle avait été réduite à l'essentiel. Je voulais m'excuser, dit-elle, se tenant maladroitement sur le pas de ma porte. Pourquoi exactement? Pour tout. Pour la façon dont je t'ai traité. Pour le dîner. Pour avoir essayé de te faire disparaître au lieu de régler mes propres problèmes. J'ai scruté son visage, à la recherche de signes de manipulation ou de calcul. Je n'ai trouvé que de l'épuisement et ce qui aurait pu être de sincères remords. Voulez-vous un peu de thé? Nous nous sommes assis dans mon petit salon, l'espace où j'avais reconstruit ma vie morceau par morceau. Sophie a regardé autour d'elle, admirant les photos sur la cheminée, des photos des petits-enfants, de Jean-Luc et moi, de Thomas à différents âges. J'ai suivi une thérapie, dit-elle doucement. J'essaie de comprendre pourquoi je suis devenue si cruelle. Pourquoi j'avais l'impression de devoir démolir les autres pour me sentir bien dans ma peau. Que as-tu appris? Que je me noyais. Que j'avais créé cette vie parfaite sur le papier, mais que ce n'était qu'une mise en scène. Je ne savais pas être vrai, vulnérable, admettre mes difficultés. Alors tu t'en es pris à moi. Oui. Parce que tu étais en sécurité. Parce que tu ne voulais pas te défendre. Parce que tu aimais Thomas et les enfants au point d'accepter n'importe quoi pour maintenir la paix. Ce n'était juste pour aucun de nous. Non, ce n'était pas juste. Nous sommes restés assis en silence un moment, le poids de 3 ans de douleur et d'incompréhension s'installant entre nous. Je travaille dans un centre communautaire maintenant, a poursuivi Sophie. J'aide d'autres femmes confrontées à un divorce, à des difficultés financières, à la monoparentalité. J'essaie de transformer mes erreurs en quelque chose d'utile. C'est bien? J'ai croisé Marguerite au marché la semaine dernière. Elle m'a dit que tu étais bénévole là-bas aussi. Pour le programme artistique. J'ai hoché la tête. Après le divorce, j'ai commencé à donner des cours d'art à des adolescents issus de milieux difficiles. La peinture avait toujours été mon échappatoire, ma façon de gérer des émotions trop complexes pour être exprimées par des mots. Partager ce don avec des enfants qui avaient besoin de leur propre forme d'expression était devenu l'une des choses les plus significatives que j'ai jamais faites. Je me suis demandé si on pourrait peut-être travailler ensemble parfois. Pas comme une famille, sans faire comme si le passé n'était pas arrivé, mais comme 2 femmes ayant appris de dures leçons sur ce qui compte. J'y ai réfléchi. L'ancienne moi aurait dit oui immédiatement, désireuse d'apaiser tout conflit, de mettre tout le monde à l'aise. La nouvelle moi avait appris à marquer une pause,
à réfléchir, à faire des choix en fonction de ce qui était réellement bon pour tous. À quoi cela ressemblerait-il? Ai-je demandé. Je ne sais pas. Des chemins parallèles? Peut-être. On essaie toutes les deux de faire mieux, d'être meilleurs, sans avoir à faire semblant d'être amis. Je peux vivre avec ça. Et Isabelle? Merci. Pourquoi? Pour avoir riposté. Pour avoir refusé de disparaître. Pour m'avoir montré que la dignité ne se prend pas, qu'elle se donne. 3 mois plus tard, je travaillais sur une fresque communautaire avec un groupe d'adolescents à risque lorsque Sophie est apparue avec un groupe de jeunes mères célibataires de son programme. Les deux groupes se sont d'abord regardés avec méfiance. Les adolescentes et les jeunes mères vivent dans des mondes différents, même lorsque ces mondes se croisent en marge de la société. Mais l'art est un langage universel. En 1 heure, tout le monde était couvert de peinture, se disputant sur les choix de couleurs, riant de leurs erreurs, créant quelque chose de beau ensemble. Sophie travaillait tranquillement au fond de la fresque, aidant une jeune mère nommée Céleste dont les mains tremblaient d'anxiété. Elle était patiente, encourageante, complètement concentrée sur la tâche à accomplir. C'était une Sophie que je n'avais jamais vue auparavant. Présente, authentique, sincèrement attentionnée, sans aucun public à impressionner. Elle est différente, a observé Marguerite, apparaissant à mes côtés avec son timing parfait habituel. Les gens peuvent changer, dis-je en reculant pour admirer la partie de la fresque sur laquelle je travaillais avec Marie, une adolescente de 16 ans qui avait vécu des séjours en famille d'accueil toute sa vie. Le peuvent-ils? Ou révèlent-ils simplement qu'ils étaient en dessous depuis le début? C'était une bonne question. En observant Sophie travailler avec Céleste, en voyant sa douceur corriger les erreurs et célébrer les petites victoires, je me suis demandé si c'était elle avant que la vie ne lui apprenne à performer, avant qu'elle n'apprenne que la cruauté pouvait être un bouclier contre la vulnérabilité. Est-ce important? Demandai-je. Probablement pas. Ce qui compte, c'est la suite. À la fin de la journée, alors que nous nettoyions les pinceaux et rangeions les fournitures, Marie s'est approchée de moi. Madame Isabelle, dit-elle d'une voix hésitante mais déterminée. Cette fresque, c'est la première fois que je crée quelque chose qui pourrait durer. Quelque chose que d'autres verront et peut-être trouveront beau. J'ai regardé son travail, des touches audacieuses de bleu et d'or qui semblaient capturer le mouvement et l'espoir dans une égale mesure. C'est beau, Marie. Mais plus que ça, c'est à toi. Personne ne peut te l'enlever. Elle hocha la tête, comprenant quelque chose qui allait au-delà de la peinture et des murs. Seras-tu là la semaine prochaine? Oui, ai-je dit. Seras-tu là? Oui. Tandis que les groupes se dispersaient, Sophie s'attarda, aidant à empiler les chaises et à balayer les écailles de peinture séchées. Nous travaillions dans un silence confortable, 2 femmes qui avaient appris à cohabiter dans le même espace sans faire semblant que tout allait bien. Céleste me rappelle moi-même, dit finalement Sophie. Jeune, effrayée, essayant de tout maintenir en place alors que tout s'écroule. Que lui dirais-tu? Qu'il est normal de demander de l'aide. Qu'être forte ne signifie pas être parfaite. Que parfois, la meilleure chose à faire est d'admettre qu'on ne sait pas ce qu'on fait. C'est un bon conseil. J'aurais aimé que quelqu'un me le donne il y a 15 ans. J'y ai repensé en fermant le centre communautaire. À la femme qu'était Sophie lorsqu'elle avait épousé Thomas, jeune, avide de faire ses preuves, portant des blessures de son enfance que je n'avais jamais pris la peine de comprendre. À propos de la pression qu'elle ressentait pour être l'épouse parfaite, la mère parfaite, la belle-fille parfaite. Cela n'excusait pas sa cruauté. Mais cela l'expliquait. Et l'explication, j'apprenais, était différente du pardon, mais c'était un début. Le printemps a laissé place à l'été, et avec lui est venue la décision de planter un jardin derrière le centre communautaire. Les adolescents étaient enthousiastes mais inexpérimentés. Les jeunes mères étaient instruites mais dépassées. Je me suis retrouvée dans le rôle de grand-mère pour les 2 groupes, partageant des techniques apprises de ma propre mère, après des années passées à tirer la vie d'un sol difficile. Les plantes sont comme les gens, leur ai-je dit un après-midi alors que nous travaillions à établir un champ de tomates. Elles ont besoin de bonnes conditions pour s'épanouir. Une bonne terre, suffisamment d'eau, un espacement adéquat, une protection contre les intempéries. Mais elles ont aussi besoin de patience. On ne peut pas précipiter la croissance. Marie, désormais une habituée du centre, a levé les yeux de l'endroit où elle repiquait soigneusement les semis. Et si le sol était mauvais au départ? Ensuite, on travaille à l'améliorer. On ajoute du compost, des nutriments, de la matière organique.
On change ce qu'on peut et on travaille avec ce qu'on ne peut pas. Et si le temps est rude? On fournit un abri. On crée des microclimats. On plante des brise-vents et on utilise du paillis pour protéger les racines. Ça a l'air d'être beaucoup de travail. Les choses qui en valent la peine le sont généralement. Sophie travaillait tranquillement à l'autre bout du jardin, aidant Céleste à aménager un petit coin d'herbes aromatiques. Leur amitié s'était naturellement développée au fil des mois, deux femmes qui comprenaient le poids du recommencement, de la reconstruction à partir de morceaux brisés. En les regardant travailler ensemble, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la fierté de ma propre évolution. Non pas la satisfaction fière d'un travail bien fait ou d'une famille élevée avec succès, mais la fierté profonde de quelqu'un qui a affronté ses propres limites et s'est efforcé de les surmonter. J'avais appris à cesser de me rétracter pour mettre les autres à l'aise. J'avais appris à prendre de la place, à avoir des opinions, à défendre ma propre valeur. J'avais appris qu'être gentil ne signifiait pas être un paillasson, qu'aimer quelqu'un ne signifiait pas accepter les mauvais traitements. Plus important encore, j'avais appris qu'il n'est jamais trop tard pour se souvenir de qui l'on est au-delà de tous les rôles qu'on a joués. En septembre, le centre communautaire a organisé une exposition d'œuvres d'art créées par les participants au programme. La fresque murale en était la pièce maîtresse, mais il y avait aussi des pièces individuelles, peintures, sculptures, photographies, œuvres mixtes qui racontaient des histoires de lutte et d'espoir. Ma contribution consistait en une série de petits tableaux intitulés « Femmes invisibles », des portraits de femmes âgées dans divers contextes, mais pas avec des techniques qui les faisaient sembler disparaître à l'arrière-plan jusqu'à ce qu'on les regarde de plus près. C'est seulement alors qu'on percevait la force de leur visage, les histoires dans leurs yeux, la dignité de leur posture. Ces œuvres sont puissantes, a déclaré la directrice de la galerie, une jeune femme nommée Amélie, qui s'était portée volontaire pour participer à l'exposition. Elles vous obligent à les voir, mais une fois que vous les voyez, vous ne pouvez plus détourner le regard. C'était l'idée. S'agit-il d'autoportraits? D'une certaine manière, ce sont des portraits de femmes qui ont été entraînées à disparaître, à prendre moins de place, à compter moins que leur entourage. Mais elles ne sont pas vraiment invisibles, n'est-ce pas? Non. Elles attendent juste que quelqu'un les regarde vraiment. La soirée d'ouverture était bondée de familles, d'amis, de membres de la communauté et de responsables politiques locaux venus soutenir les programmes. J'ai regardé des adolescents expliquer leur travail à des adultes curieux, des jeunes mères rayonner de fierté tandis que des inconnus admiraient leur créativité. Marie avait créé une grande toile recouverte d'empreintes de mains, des dizaines de couleurs différentes, se chevauchant et interagissant pour créer un motif complexe. Le titre était « Toutes les mains qui m'ont soutenu ». Ce sont tous ceux qui m'ont aidé, a-t-elle expliqué à un groupe de visiteurs. Parents d'accueil, enseignants, travailleurs sociaux, autres enfants du système, même ceux qui n'étaient pas parfaits, qui ont fait des erreurs, ils sont tous là parce qu'ils ont tous contribué. Thomas et les enfants sont venus au vernissage. Emma courut droit vers la fresque, impatiente de montrer à son père la section qu'elle avait contribué à peindre lors d'une visite scolaire. Lucas, maintenant âgé de 13 ans et empreint d'une maladresse adolescente, étudia l'œuvre avec une intensité surprenante. « Grand-mère, dit-il en s'arrêtant devant ma série, Femmes invisibles. Elles te ressemblent? Vraiment? Pas exactement. Mais elles ont la même sensation. Comme si elles étaient fortes, mais que personne ne les remarquait. Je sentis ma gorge se serrer. On les remarque quand on est prêt à voir. Je te vois, dit-il simplement. Je t'ai toujours vu. Ce soir-là, après la dispersion de la foule de l'exposition et le calme du centre communautaire, je m'assis dans le jardin que nous avions planté. Les tomates étaient abondantes sur la vigne, les herbes aromatiques embaumaient l'air du soir. Tout ce que nous avions cultivé avait poussé, s'était épanoui, avait produit quelque chose de nourrissant pour les autres. Sophie me trouva là, assise sur l'un des bancs que les adolescents avaient construits dans le cadre d'un projet de menuiserie. « Ça te dérange si je me joins à toi » demanda-t-elle. « C'est un pays libre. » Elle s'assit, laissant une distance entre nous. Nous contemplâmes le jardin dans un silence confortable, deux femmes qui avaient appris à cohabiter sans se faire passer pour des amies. « J'ai vu vos tableaux ce soir, » dit-elle finalement. « Ils sont extraordinaires. » Merci. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit. À propos des plantes qui ont besoin de bonnes conditions pour s'épanouir. Et? Je crois que j'ai passé tellement d'années à me concentrer sur les conditions climatiques difficiles ou le stress financier,
la pression sociale, la peur de ne pas être à la hauteur que j'ai oublié de travailler la terre. J'ai oublié de construire les fondations qui auraient rendu tout le reste possible. Il n'est pas trop tard pour commencer. N'est-ce pas? J'ai 38 ans, je suis divorcée et je recommence ma vie avec un travail qui me permet à peine de payer les factures. Mes propres enfants sont désemparés et en colère à cause du divorce. J'ai coupé les ponts avec presque tous ceux qui comptaient pour moi. Marie a 19 ans, est en famille d'accueil depuis 8 ans et n'a pas vraiment de famille. Mais elle crée de la beauté, tisse des liens et planifie un avenir qu'elle a du mal à imaginer. L'âge ne vous empêche pas de grandir, Sophie. Les circonstances ne vous empêchent pas de grandir. Seul l'abandon le fait. Comment fais-tu? Comment continues-tu à croire aux secondes chances, à la rédemption, à la possibilité que les gens changent? Parce que l'alternative, c'est le désespoir. Et le désespoir est un luxe que je ne peux pas me permettre. Que veux-tu dire? Je veux dire que j'ai des petits-enfants à aimer, des adolescents à éduquer, une vie à vivre. Je ne peux pas gaspiller mon énergie dans l'amertume, la vengeance ou la satisfaction de voir les autres échouer. Ce n'est pas que je sois particulièrement noble, c'est que je suis pragmatique. Pardonner ne consiste pas à absoudre les autres de leurs erreurs. Il s'agit de refuser de laisser leurs erreurs définir votre avenir. Ce soir-là, en rentrant dans mon petit appartement, je me suis surprise à repenser à la lettre de Jean-Luc. Celui qui avait déclenché tout ce voyage, celui qui m'avait rappelé ma force et ma valeur. Je l'ai sorti du tiroir où je rangeais mes papiers importants et je l'ai relu, percevant sa voix dans chaque mot soigneusement choisi. Tu es plus forte que tu ne le penses, Isabelle. Tu as été ma force pendant 30 ans. Maintenant, sois la tienne. J'avais été sa force. Je l'avais oublié. Depuis sa mort, je m'étais tellement concentré sur ce que j'avais perdu que j'avais oublié ce que j'avais donné. Les nuits passées à veiller sur des enfants malades, les budgets que j'avais équilibrés pendant les années de vaches maigres, la façon dont j'avais maintenu notre famille unie à travers d'innombrables crises, petites et grandes. J'étais forte à l'époque. J'étais forte maintenant. Cette force ne m'avait jamais quittée, elle avait juste été enfouie sous des couches de chagrin, de doute et l'érosion progressive de la confiance qui découle du fait d'être traité comme un moins que ce que l'on est. Mais la force, comme les plantes, repousse lorsqu'on lui donne les bonnes conditions. Et j'avais enfin appris à créer ces conditions pour moi-même. 6 mois après l'exposition, j'ai reçu un appel téléphonique qui a tout changé. Madame Dubois? Voici Claire Martinez du ministère de l'Éducation. Nous suivons votre travail au centre communautaire et nous aimerions discuter d'une opportunité avec vous. Le ministère de l'Éducation. J'avais entendu parler de Claire Martinez. Elle était connue pour ses programmes innovants qui apportaient l'art et la créativité aux communautés défavorisées. Quel genre d'opportunité? Nous lançons un programme pilote pour introduire l'art-thérapie et l'expression créative dans les écoles du ministère. Nous avons besoin de quelqu'un avec votre expérience, quelqu'un qui comprend comment travailler avec des populations difficiles, quelqu'un qui puisse former d'autres éducateurs. Je ne suis pas art-thérapeute de formation. Non, mais vous êtes quelqu'un de bien. Vous comprenez que l'art peut être une bouée de sauvetage, que la créativité peut être un pont entre le désespoir et l'espoir. Nous avons vu ce que vous avez accompli au centre communautaire. Nous aimerions amplifier cet impact. Le poste impliquerait des déplacements dans la région, une collaboration avec des écoles et des organismes communautaires, la formation des enseignants et des bénévoles, et l'élaboration de programmes. C'était exactement le genre de travail dont j'avais rêvé plus jeune, avant que la vie ne me limite aux tâches domestiques et aux obligations familiales. J'ai 63 ans, et vous avez 63 ans d'expérience de vie sur lesquels vous pouvez compter. L'âge est un atout dans ce travail, pas un handicap. Puis-je y réfléchir? Bien sûr. Mais Madame Dubois, ne réfléchissez pas trop longtemps. Le monde a besoin de ce que vous avez à offrir. J'appelais Marguerite en premier. Acceptez le poste, dit-elle avant même que j'aie fini de lui expliquer l'opportunité. Mais et Thomas? Et les petits-enfants? Et eux? Ils sont assez grands pour comprendre que grand-mère a sa propre vie à vivre. Ils sont assez grands pour être fiers de ce que vous accomplissez. Mais si? Isabelle, arrête. Tu as passé toute ta vie d'adulte à prendre des décisions en fonction des besoins des autres. Pour une fois, prends une décision en fonction de tes envies. Que voulais-je? La question était si simple, mais je l'avais évitée si longtemps que j'avais presque oublié comment y répondre. Je voulais avoir de l'importance. Je voulais mettre mes compétences et mon expérience au service des autres.
Je voulais me réveiller chaque matin avec un objectif, avec la certitude que mon travail faisait une différence dans le monde. Je voulais être vu, valorisé, qu'on se souvienne de moi pour bien plus que les repas que j'avais cuisinés, le linge que j'avais plié et les sacrifices que j'avais consentis. Je voulais être moi-même, pleinement, complètement, sans complexe. J'ai appelé Claire Martinez le lendemain matin et j'ai accepté le poste. Ma première mission s'est déroulée dans une école de la banlieue lyonnaise, auprès d'un groupe d'adolescents qualifiés de « difficiles » par le système éducatif traditionnel. La plupart d'entre eux étaient issus de familles immigrées, pris entre deux cultures, aux prises avec les barrières linguistiques, les pressions économiques et l'invisibilité particulière qui découlent du fait d'être jeunes, pauvres et différents. Ils me rappelaient Marie, tous les jeunes avec qui j'avais travaillé au centre communautaire. Elles avaient les mêmes expressions réservées, les mêmes postures défensives, le même désir d'être perçues comme supérieures à leur situation. L'art ne consiste pas à être parfaite, leur ai-je expliqué le premier jour. Il s'agit d'être honnête. De prendre ce qui est en soi et de lui donner forme, de lui donner une voix, de lui donner la permission d'exister. Une élève, Amara, dont la famille avait fui l'Algérie, semblait sceptique. Mais que se passe-t-il si ce qui est à l'intérieur est laid? Alors on peint le lait. On sculpte le lait. On donne au lait un espace d'existence en dehors de soi pour qu'il n'ait plus à vivre dans son cœur. Et après? Alors on découvre que les choses laides peuvent être belles lorsqu'elles sont honnêtes. Que la douleur peut se transformer en quelque chose de significatif. Que votre histoire, quelle qu'elle soit, compte. Au cours des semaines suivantes, j'ai vu ces élèves découvrir leur propre voix. Amara a créé une série d'autoportraits qui illustrent sa transformation, de la jeune fille arrivée en France 2 ans plus tôt à la jeune femme qu'elle était en train de devenir. Un autre élève, Karim, a construit des sculptures à partir de matériaux de récupération qui racontaient l'histoire de son quartier, la beauté et les difficultés qui cohabitent. Ils m'ont appris autant que je leur ai appris. Ils m'ont rappelé que la résilience ne consiste pas à éviter la douleur, mais à la transformer en quelque chose d'utile, de beau, qui peut aider les autres à se sentir moins seuls. Thomas et les enfants sont venus me rendre visite pendant les vacances d'hiver. Cela faisait 6 mois que j'avais commencé ce nouveau travail, 6 mois passés à voyager dans la région, à former des enseignants, à travailler avec des élèves, à me reconstruire. « Tu as l'air différente, maman », a dit Thomas alors que nous étions assis dans la petite chambre d'hôtel que j'avais louée à Lyon. « Plus heureuse. »« Je suis plus heureuse. »« Ce travail te va bien. »« C'est vrai. » Emma, maintenant âgée de 12 ans et pleine d'énergie préadolescente, sautillait sur le lit de l'hôtel. « Grand-mère, veux-tu m'apprendre à peindre comme tu as appris à ces enfants? » « Si tu veux apprendre. »« Moi, je veux peindre notre histoire. La vraie histoire, pas la belle. » Lucas, maintenant âgé de 14 ans et étonnamment pensif, leva les yeux de son téléphone. Quelle est la vraie histoire? Que les familles sont compliquées. Que les gens font des erreurs. Que l'amour ne suffit pas toujours, mais qu'il vaut toujours la peine d'essayer. Et que parfois, il faut se battre pour sa place dans le monde, ajouta Emma, avec la sagesse de quelqu'un qui avait vu sa grand-mère passer de l'invisible à l'essentiel. Oui, acquiesçai-je. Parfois, c'est vrai. Ce soir-là, Thomas et moi avons traversé le vieux Lyon, passant devant les Traboules et la cathédrale, traversant des quartiers qui avaient connu des siècles de changements, de croissance et de réinvention. Je suis désolé, maman, dit-il soudain, pour le dîner. De ne pas t'avoir défendu. De t'avoir laissé te sentir invisible dans ta propre famille. Je sais. J'avais peur. Peur du conflit, peur de faire des vagues, peur de devoir choisir son camp. La peur nous rend tous lâches parfois. Mais tu n'avais pas peur. Quand tu as finalement riposté, quand tu t'es défendu, tu n'avais pas peur. J'étais terrifié. Mais j'avais plus peur de disparaître complètement que de me battre pour mon droit à l'existence. Nous avons marché en silence un moment, père et fils digérant le poids de tout ce qui avait changé entre nous. « Tu manques aux enfants » dit finalement Thomas. « Il me manque aussi. Mais il voit quelque chose de différent maintenant. Il voit que grand-mère a sa propre vie, ses propres rêves, sa propre valeur, au-delà de ce qu'elle peut donner aux autres. C'est important. C'est essentiel. Surtout pour Emma. Elle a besoin de voir que les femmes peuvent être plus que des gardiennes, plus que des personnages secondaires dans les histoires des autres. Et Lucas? Il a besoin de voir que les gens qu'il aime sont des êtres humains entiers et complexes. Que l'amour n'exige ni sacrifice de soi,
ni invisibilité, ni acceptation de mauvais traitements. Reviendras-tu? Quand le travail sera terminé? Je reviendrai te rendre visite. C'est chez moi, tu es chez toi. Mais je ne me rabaisserai plus jamais au point de correspondre à la vision que quelqu'un d'autre se fait de moi. 2 ans plus tard, j'ai reçu une invitation qui a tout bouclé. Le centre communautaire accueillait une exposition de retrouvailles, présentant le travail d'anciens participants qui avaient poursuivi leur parcours artistique. Marie, aujourd'hui âgée de 21 ans, fréquentait une école d'art grâce à une bourse. Son travail avait évolué, passant des expressions émotionnelles brutes de son adolescence à des œuvres sophistiquées explorant les thèmes de l'identité, de l'appartenance et de la résilience. Karim avait lancé un programme dans son quartier, apprenant aux plus jeunes à créer à partir de matériaux recyclés. Ces sculptures étaient exposées dans des galeries de la ville. Céleste, une amie de Sophie au sein du groupe de mères célibataires, avait ouvert un petit atelier où elle dispensait des cours d'art aux femmes se remettant de violences conjugales. Sa douceur et sa sagesse durement acquises faisaient d'elle une pédagogue naturelle. Sophie était également présente, travaillant désormais comme coordinatrice à temps plein pour les programmes familiaux du centre communautaire. Elle avait trouvé sa vocation en aidant d'autres femmes à surmonter les difficultés d'un nouveau départ, à reconstruire leur vie à partir de morceaux brisés. « Je ne t'ai jamais vraiment remercié », dit-elle en me trouvant dans un coin où j'admirais le dernier tableau de Marie, une œuvre magnifique intitulée « Les femmes qui m'ont élevée », qui représentait des silhouettes d'âges divers, toutes les mains tendues en signe de soutien. Pourquoi? Pour avoir refusé de disparaître. Pour avoir riposté. Pour m'avoir montré que la dignité ne se prend pas, mais se donne. Tu l'as compris toute seule. Mais je ne l'aurais peut-être pas fait si tu ne m'avais pas montré à quoi cela ressemblait. Si tu n'avais pas démontré qu'il est possible d'être forte sans être cruelle, de fixer des limites sans être amère. J'ai regardé autour de moi, toutes les vies touchées par ce lieu, par les programmes que nous avions construits ensemble, par la conviction que chacun mérite d'être vu, d'être valorisé, que son histoire compte. On s'apprend les uns les autres, ai-je dit. C'est comme ça que ça marche. Certaines leçons sont plus difficiles que d'autres. Les plus difficiles sont généralement les plus importantes. Alors que la soirée touchait à sa fin, Marie s'est approchée de moi avec un petit paquet emballé. « Pour toi » a-t-elle dit. Un cadeau de remerciement. À l'intérieur se trouvait une photo de notre premier jour de travail sur la fresque. J'étais debout au centre du groupe, couverte de peinture, mes cheveux s'échappant de leur coiffure soignée, le visage illuminé d'une joie sincère. Autour de moi se trouvaient les adolescentes et les jeunes mères, toutes concentrées sur la même tâche, chacune contribuant à quelque chose de plus grand que nous. J'appelle ça le moment où grand-mère s'est souvenue de qui elle était, a dit Marie doucement. En regardant la photo, je l'ai vu, le moment exact où j'ai cessé d'essayer d'être petite, où je me suis autorisée à prendre de la place, où je me suis rappelé que j'avais une valeur bien plus grande que ce que je pouvais offrir aux autres. C'était le moment où j'ai commencé à vivre ma propre vie au lieu d'exister en marge de celle des autres. Cette nuit-là, inspirée par les retrouvailles, la photo et la plénitude de tout ce qui avait germé à partir des graines de ce terrible dîner, j'ai écrit une lettre. Pas à quelqu'un en particulier, mais à la femme que j'avais été, la femme qui, assise dans son petit appartement 3 ans auparavant, se demandait si elle comptait vraiment. Chère Isabelle, commençait-elle, tu comptes. Tu as toujours compté. Non pas à cause de ce que tu fais pour les autres, mais à cause de qui tu es. Tu mérites le respect, l'amour, la dignité. Tu mérites de prendre de la place dans le monde. Les gens qui t'aiment devraient te faire de la place dans leur vie. Ils devraient célébrer ta présence, pas la tolérer. Ils devraient te défendre quand tu es attaqué, pas rester assis en silence pendant que tu es humilié. Tu as le droit de fixer des limites. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit d'espérer un meilleur traitement. Tu as le droit de poursuivre tes rêves, même à 63 ans, même quand d'autres pensent que tu devrais te contenter d'un second rôle. Ton histoire n'est pas terminée. Elle est loin d'être terminée. Les meilleurs chapitres sont peut-être encore devant toi, attendant d'être écrits par la femme que tu deviens. Battez-vous pour vous-même. Exprimez-vous. Souvenez-vous que le silence n'est pas d'or, il est coûteux. Il vous coûte votre dignité, votre estime de soi, la place qui vous revient dans le monde. Vous n'êtes pas invisible. Vous n'êtes pas un fardeau. Vous n'êtes pas trop vieille, trop ancrée dans vos habitudes, trop prête à tout pour tout recommencer. Tu es suffisante. Tu as toujours été suffisante. Il est temps d'y croire. Avec amour et respect pour le chemin à parcourir, pour la femme que tu deviens.
J'ai scellé la lettre dans une enveloppe et l'ai glissée dans ma boîte à bijoux, à côté de la lettre de Jean-Luc et de la photo que Marie m'avait donnée. Un jour, peut-être, je la partagerai avec une autre femme qui avait besoin d'entendre ces mots. Une autre femme qui avait oublié sa propre valeur, qui avait appris à se faire petite, qui avait besoin d'autorisation pour se souvenir de qui elle était sous tous les rôles qu'elle avait joués. Mais pour l'instant, il suffisait de savoir que je l'avais écrite. Que j'avais trouvé les mots pour dire ce que j'avais besoin d'entendre pendant ces mois sombres où je me sentais comme un fantôme dans ma propre vie. 3 ans ont passé depuis cet horrible dîner. 3 ans depuis que Sophie a jeté mon assiette contre le mur et m'a traité de fardeau. 3 ans depuis que j'ai découvert que la maison m'appartenait toujours, que mon mari m'avait protégée même après ma mort, que j'avais plus de pouvoir que je ne l'aurais jamais imaginé. J'ai 66 ans aujourd'hui, je travaille toujours pour le ministère de l'Éducation, je voyage toujours dans la région et j'aide toujours les gens à découvrir leur propre voie à travers l'art. Mes cheveux sont gris argentés, mes mains sont tachées par l'âge et mon dos proteste lorsque je reste trop longtemps penchée sur une toile. Mais je ne me suis jamais sentie aussi vivante. Thomas et les enfants me rendent visite régulièrement. Emma a 15 ans maintenant, elle est forte et indépendante, déterminée à étudier à l'étranger après ses études. Lucas a 17 ans, attentionné et gentil, avec la force tranquille de son grand-père et le regard artistique de sa grand-mère. Il me voit différemment maintenant. Non pas comme la femme qui existe pour répondre à leurs besoins, mais comme un être humain complexe avec ses propres rêves, ses propres difficultés et ses propres victoires. Ils sont fiers de ce que j'ai accompli, fiers de me présenter à leurs amis comme la grand-mère qui enseigne l'art aux adolescents, voyage pour le travail et a un avis sur tout. Sophie et moi avons trouvé notre rythme. Nous ne sommes pas amis, trop de choses se sont passées pour cela. Mais nous ne sommes pas ennemis non plus. Nous sommes 2 femmes qui ont appris de dures leçons sur la vie. Dignité et respect, et le prix à payer pour se faire petite pour s'adapter aux autres. Elle fait du bon travail au centre communautaire, aidant d'autres femmes à retrouver leur équilibre après un divorce, des abus, des expériences bouleversantes qui remettent en question tout ce que l'on pensait savoir sur soi-même. Parfois, lorsque je travaille avec un groupe d'étudiants particulièrement difficile, je repense à ce dîner. Au bruit de mon assiette se brisant contre le mur. Au silence qui a suivi. À la façon dont je suis sortie de cette maison avec ma dignité intacte, même si je ne le savais pas à l'époque. Cette assiette cassée a marqué le début de tout ce qui a suivi. Le bruit de son impact contre le mur était celui de la fin de mon ancienne vie et du début de ma vraie vie. On dit que lorsqu'on touche le fond, on ne peut que remonter. Mais j'ai appris que ce n'est pas tout à fait vrai. Le fond n'est pas la fin de l'histoire, c'est le fondement. C'est la base solide sur laquelle on construit quand on est prêt à construire quelque chose de mieux. J'ai construit quelque chose de mieux. Ni parfait, ni sans défi, mais meilleur. Une vie où j'ai de l'importance, là où ma voix est entendue, où ma présence est valorisée plutôt que tolérée. J'ai construit une vie où je prends de la place sans complexe, où je poursuis mes propres rêves tout en prenant soin des autres, où je me souviens chaque jour que je suis digne d'amour, de respect et de dignité. La petite fille qui se murmurait « Je compte » dans le miroir chaque matin, elle avait raison. Elle a toujours compté. Il lui a juste fallu 63 ans et une assiette cassée pour s'en souvenir. Et maintenant, chaque jour, je vis comme quelqu'un qui compte. Parce que c'est le cas. Parce que je l'ai toujours été. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour se rappeler qui l'on est sous tous les rôles que l'on a joués. L'histoire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer.